Tu vas aller à ce mariage, que ça te plaise ou non, Laura. Si tu le manques, j'arrête de payer pour tes études. Tu m'as bien entendu? La voix de mon père crépitait dans le téléphone, tranchante et sans appel. J'étais assise dans mon appartement à Portland, en Oregon, fixant la lettre d'acceptation sur mon bureau, celle dont personne dans ma famille ne connaissait l'existence. C'était pour un programme de master en génie de l'environnement, quelque chose que j'avais obtenu entièrement par mon propre mérite. Je m'appelle Laura et j'ai 22 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille invisible dans une famille qui n'avait Dieu que pour une seule personne, ma sœur cadette, Jessica. C'était l'enfant chéri. Celle qui ne pouvait rien faire de mal. Celle dont chaque réussite était célébrée comme une fête nationale. Moi, j'étais juste le plan de secours. La déception. Celle qui existait pour que Jessica paraisse meilleure en comparaison. Le mariage pour lequel mon père me menaçait était le grand jour de Jessica. Elle épousait Trevor, un type issu d'une famille riche qui travaillait dans l'immobilier commercial. Je l'avais rencontré exactement 2 fois, et les 2 fois, il m'avait regardé comme si je faisais partie des meubles. Ils étaient parfaits l'un pour l'autre de cette façon. Tous deux si égocentriques qu'ils pouvaient à peine voir au-delà de leur propre reflet. « Papa, j'ai des examens cette semaine-là », ai-je dit, même si c'était un mensonge. J'avais déjà obtenu mon diplôme 3 semaines plus tôt, avec la mention très bien, en génie de l'environnement. J'avais traversé cette estrade avec les honneurs, j'avais été nommé major de ma promotion et j'avais accepté une offre d'emploi avec un salaire de départ de $110 000 par an. Aucun d'eux ne le savait parce que je ne leur avais rien dit. J'avais cessé de partager mes réussites avec ma famille il y a des années, quand j'ai réalisé qu'ils s'en moquaient. Les examens peuvent attendre, a-t-il lancé sèchement. Le mariage de ta sœur n'a lieu qu'une fois. Tu penses que ta mère et moi avons lutté pour te payer tes études afin que tu puisses manquer les obligations familiales? Cette phrase m'a fait rire, même si je l'ai gardée pour moi. Lutter? Ils avaient payé mon premier semestre de frais de scolarité il y a 4 ans et me le reprochaient depuis, comme s'ils m'avaient acheté un palais. Après ce premier semestre, j'avais contracté des prêts, occupé 3 emplois à temps partiel et postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver. J'avais payé mes propres études pendant qu'ils dépensaient sans compter pour les cotisations de la sororité de Jessica, ses voyages de vacances de printemps et sa garde-robe de créateur. J'y réfléchirai, ai-je dit. Tu feras plus qu'y réfléchir. Tu seras là, en robe, avec un sourire aux lèvres, ou tu peux oublier que je signe un autre chèque pour tes frais de scolarité. C'est ton choix. Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé mon petit appartement. Ce n'était pas grand-chose, un studio avec une kitchenette et une salle de bain qui sentait parfois la cuisine des voisins, mais c'était à moi. Chaque meuble, chaque assiette, chaque livre avait été payé avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Ma famille n'avait aucune idée que j'étais financièrement indépendante depuis des années. La menace concernant les frais de scolarité était risible. Il n'y avait plus de frais de scolarité à payer. J'avais terminé mes études, j'avais obtenu mon diplôme en étant première de ma classe et j'avais décroché un poste chez Thornberry System, l'un des meilleurs cabinets de génie de l'environnement du Nord-Ouest Pacifique. Je devais commencer dans 2 semaines, juste après le mariage de Jessica, auquel je n'avais aucune intention d'assister. Mais mon père ne le savait pas. Ma mère non plus. Et Jessica, elle ne savait probablement même pas que j'existais la moitié du temps. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru la conversation de groupe de la famille. Elle était remplie de messages sur le mariage, les arrangements floraux, les plans de table, les essayages de robes, les plans pour le dîner de répétition. Ma mère avait envoyé environ 400 photos de Jessica dans diverses robes blanches. Chacune accompagnée de commentaires élogieux sur sa beauté éblouissante, sur la chance de Trevor, sur le fait que c'était le plus beau jour de leur vie. Pas une seule fois quelqu'un ne m'avait demandé comment j'allais. Pas une seule fois quelqu'un n'avait reconnu que je terminais ma dernière année d'université. Quand j'avais mentionné ma date de remise de diplôme il y a 1 mois, ma mère avait répondu par un « c'est bien, ma chérie », et avait immédiatement changé de sujet pour parler de l'enterrement de vie de jeune fille de Jessica. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de différent il y a des années. Jessica était la star et j'étais la machiniste. C'était la dynamique familiale et ça n'allait pas changer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne s'étaient jamais donné la peine de découvrir, c'est que je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais construit une vie dont ils ne savaient rien, accompli des choses qu'ils n'avaient jamais célébrées et créé un avenir qui n'avait rien à voir avec eux. L'enveloppe était posée sur mon bureau, épaisse et officielle.
À l'intérieur se trouvait un chèque de banque du montant exact que mes parents avaient payé pour mon premier semestre d'université 4 ans plus tôt. Je l'avais calculé au centime près, 12 350 $. Il m'avait fallu des mois pour l'économiser, en mettant de côté une partie de mes salaires et en vivant de nouilles instantanées et de produits d'épicerie à prix réduit. Mais je l'avais fait. Je ne leur donnais pas par obligation ou par gratitude. Je le leur donnais pour couper le dernier fil qui me liait à leur contrôle. Une fois qu'ils auraient récupéré cet argent, ils n'auraient plus aucun moyen de pression sur moi. Aucune menace, aucune culpabilisation, rien. Le mariage était dans 2 jours. J'avais déjà décidé que je n'irais pas, mais je ne le leur avais pas encore dit. Je voulais voir l'expression sur le visage de mon père quand je lui tendrais cette enveloppe. Je voulais qu'il réalise que ces menaces ne signifiaient rien, que je n'avais pas besoin de lui ni de son argent, et que j'avais réussi malgré eux, et non grâce à eux. C'était peut-être mesquin. J'aurais peut-être dû simplement couper les ponts discrètement et passer à autre chose. Mais après des années à être traité comme si je n'avais pas d'importance, je voulais qu'ils sachent exactement ce qu'ils avaient perdu. Grandir dans ma famille, c'était comme vivre sous un projecteur qui était toujours pointé sur quelqu'un d'autre. Jessica avait 3 ans de moins que moi, et dès sa naissance, tout tournait autour d'elle. C'était la jolie, la charmante, celle qui pouvait enrouler mes parents autour de son petit doigt avec un seul sourire. Moi, en revanche, j'étais pragmatique, calme, concentré sur l'école parce que c'était le seul endroit où j'avais l'impression de compter. Mes parents n'ont jamais dit que je n'étais pas assez bien, mais ils n'en avaient pas besoin. Leurs actions le montraient clairement. Quand j'ai été inscrite au tableau d'honneur au collège, ma mère a jeté un coup d'œil au certificat et a dit « C'est merveilleux, ma puce », avant de se retourner pour aider Jessica à répéter pour son récital de danse. Quand j'ai gagné un concours scientifique régional au lycée, mon père m'a tapoté l'épaule et a dit « Bon travail », puis a passé le reste du dîner à parler de l'équipe de cheerleading de Jessica qui s'était qualifiée pour les championnats nationaux. J'ai appris très tôt que mes réussites n'étaient que des notes de bas de page dans l'histoire de la vie de Jessica. Quand je suis arrivé à l'université, j'avais cessé d'essayer de rivaliser pour leur attention. Je me suis concentré sur mes études, j'ai travaillé à mes emplois et j'ai construit une vie séparée de la leur. Je rentrais pour les vacances parce que c'était attendu, mais j'ai arrêté de partager les détails sur mes cours, mes stages ou mes projets d'avenir. À quoi bon? Ils n'écoutaient de toute façon pas. Jessica, pendant ce temps, a suivi sans effort un cursus de commerce dans une université d'État entièrement financée par nos parents. Elle a rejoint une sororité, est allée à des fêtes et a posté d'innombrables photos d'elle sur les réseaux sociaux, l'air glamour et insouciante. Elle a obtenu son diplôme avec des notes médiocres et sans perspective d'emploi, mais cela n'avait pas d'importance. Elle avait rencontré Trevor pendant sa dernière année, et il avait de l'argent et des relations, ce qui était tout ce qui importait à mes parents. Les fiançailles avaient été annoncées 6 mois plus tôt lors d'un dîner de famille auquel j'avais assisté à contre-cœur. Jessica s'était levée, avait exhibé une énorme bague en diamant et avait glapi sur la façon dont Trevor l'avait demandé en mariage lors d'un week-end dans la région viticole. Ma mère avait pleuré des larmes de joie. Mon père avait serré la main de Trevor et l'avait accueilli dans la famille. J'étais assise là, souriant poliment pendant qu'il portait un toast au bonheur et à l'avenir radieux de Jessica. Personne ne m'a interrogé sur mon avenir. Personne n'a demandé si je voyais quelqu'un ou quels étaient mes projets après l'obtention de mon diplôme. Je faisais simplement partie du public qui applaudissait la vie de quelqu'un d'autre. Après ce dîner, j'étais retourné à Portland en voiture et j'avais pris une décision. J'en avais fini d'essayer de faire partie de cette famille. Je terminerai mes études, j'obtiendrai mon emploi et je passerai à autre chose. Ils pouvaient avoir leur fille parfaite, leur gendre parfait et leur vie parfaite. Je n'avais pas besoin d'être incluse. Mais couper les ponts n'était pas aussi simple que de s'en aller. Il y avait encore la question des menaces de mon père, ses rappels constants qu'il avait payés pour mon éducation, son insistance sur le fait que je leur devais quelque chose. C'est pourquoi j'avais économisé l'argent pour les rembourser. Je voulais clore ce chapitre proprement, sans dette ni obligation persistante. La veille du mariage, ma mère a appelé. J'étais en train de mettre l'enveloppe dans mon sac, vérifiant que tout était en ordre, quand son nom a clignoté sur mon écran. « Salut, maman », ai-je dit, en gardant ma voix neutre. « Laura, ma chérie, je voulais juste m'assurer que tu venais demain. Ton père s'inquiétait que tu ne viennes pas. » J'ai failli rire. Inquiet, comme s'il se souciait que je sois là pour une autre raison que les apparences. « Je serai là », ai-je dit. « Oh, bien. »
Jessica sera si heureuse. Elle a demandé de tes nouvelles. C'était un mensonge. Jessica n'avait pas demandé de mes nouvelles depuis des années. Mais je n'ai pas relevé le mensonge de ma mère. Ça ne servait à rien. À quelle heure commence la cérémonie, ai-je demandé, même si je le savais déjà. À 15 heures, mais nous faisons des photos avant, donc la famille doit être là pour 13 heures. Tu seras là pour 13 heures, n'est-ce pas? Je serai là. Et tu porteras quelque chose de joli. Jessica veut que tout le monde soit sur son 31. Bien sûr, elle le voulait. J'ai jeté un coup d'œil à la simple robe bleu marine suspendue dans mon placard. Elle était parfaitement appropriée pour un mariage, mais je savais qu'elle ne répondrait pas aux normes de Jessica. Elle ferait probablement un commentaire désobligeant sur le fait que j'aurais dû faire plus d'efforts. J'aurais l'air bien, maman. D'accord, ma chérie. On se voit demain. Et Laura? Oui. Essaie d'être heureuse pour ta sœur, d'accord? C'est son jour spécial. J'ai raccroché sans répondre. Essayez d'être heureuse pour elle. Comme si j'avais passé toute ma vie à faire autre chose. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'allais dire en tendant l'enveloppe à mon père. Je l'avais répété une douzaine de fois dans ma tête, mais je n'étais toujours pas sûr de pouvoir sortir les mots sans que ma voix ne tremble. Une partie de moi se demandait si je devais simplement envoyer le chèque par la poste et éviter la confrontation. Ce serait plus facile, plus propre, moins dramatique. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé des années à être ignorée et rejetée, voulait qu'il me voie. Me voie vraiment. Je voulais qu'ils comprennent que je n'avais pas besoin d'eux, que j'avais réussi par moi-même, et que leur approbation avait cessé d'importer il y a longtemps. Le mariage avait lieu dans un lieu de réception à Biverton, à environ 20 minutes de mon appartement. Je suis arrivé à 13h15, avec 15 minutes de retard, parce que j'étais resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes supplémentaires à essayer de trouver le courage d'entrer. Le lieu était magnifique, bien sûr. Jessica n'avait reculé devant aucune dépense. Le jardin était rempli de roses blanches et de lumières scintillantes, et un quatuor à cordes jouait doucement près de l'entrée. Les invités se promenaient dans des vêtements coûteux, sirotant du champagne et admirant les décorations. Je suis entré et j'ai immédiatement repéré mes parents près de l'entrée, en train de parler à la famille de Trevor. Mon père riait de quelque chose que le père de Trevor avait dit, sa main posée sur le dos de ma mère. Ils avaient l'air heureux, fiers, complètement absorbés par le moment. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai serré l'enveloppe dans ma main et je me suis dirigé vers eux. Mon père m'a vu le premier. Son expression est passée instantanément de détendu à agacé. « Tu es en retard », a-t-il dit assez fort pour que quelques personnes se retournent pour regarder. La circulation, ai-je menti? Ma mère a jeté un coup d'œil à ma robe et a froncé les sourcils. « Oh, Laura, c'est ça que tu portes ?» J'ai baissé les yeux sur ma robe bleu marine. Elle était sobre, élégante et appropriée. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil. Elle ne criait pas la richesse ou le statut. C'était juste une robe. C'est très bien, ai-je dit. Eh bien, je suppose que ça devra faire l'affaire. Viens, nous devons prendre des photos de famille avant la cérémonie. Elle a fait un geste vers un groupe qui se rassemblait près d'une arche florale. Je n'ai pas bougé. À la place, j'ai tendu l'enveloppe à mon père. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, en la prenant mais sans l'ouvrir. « Ouvre-la. » Il m'a jeté un regard suspicieux, puis a déchiré l'enveloppe. Ses yeux se sont écarquillés en sortant le chèque. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il répété, mais son ton avait changé. Il n'était plus agacé. Il était confus. « C'est un chèque de 12 350 $, ai-je dit. C'est le montant exact que vous avez payé pour mon premier semestre d'université. Je vous rembourse. » Ma mère s'est penchée pour regarder le chèque, la bouche bée. « Laura, de quoi parles-tu ? » Je parle du fait que vous me reprochez ce paiement de frais de scolarité depuis 4 ans. Vous avez menacé d'arrêter de payer mes études chaque fois que je ne faisais pas ce que vous vouliez. Eh bien, c'en est fini. Voilà votre argent. Maintenant, vous n'avez plus aucun moyen de pression. Mon père me fixait comme si j'avais parlé une langue étrangère. Un moyen de pression ? Laura, nous sommes tes parents. Nous essayons de t'aider. M'aider ? J'ai laissé échapper un petit rire amer.
Vous avez payé pour un semestre et ensuite vous avez agi comme si vous aviez financé toutes mes études. J'ai payé le reste moi-même, prêt, bourse, 3 emplois. J'ai tout fait toute seule pendant que vous couvriez Jessica d'argent comme si c'était des confettis. Ce n'est pas juste, a dit ma mère, la voix s'élevant. Nous t'avons toujours soutenu. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez soutenu Jessica. Je n'étais qu'une pensée secondaire. Les gens commençaient à nous regarder maintenant. Je pouvais voir les invités interrompre leur conversation, tournant la tête vers nous. Le visage de mon père est devenu rouge et il s'est approché, baissant la voix. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette conversation. Ta sœur est sur le point de se marier. Je sais. Et je ne reste pas. Quoi? Je ne reste pas pour le mariage. Je suis venu ici pour vous donner ce chèque et pour vous dire que j'en ai fini. Fini de prétendre que je fais partie de cette famille. Fini d'être invisible. Fini de vous laisser me traiter comme si je ne comptais pas. Ma mère a tendu la main comme si elle allait m'attraper le bras, mais j'ai reculé. Laura, tu es ridicule. Tu ne peux pas simplement partir. Regarde-moi faire. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Mon père a crié après moi, sa voix tranchante et autoritaire, Laura, reviens ici tout de suite. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher, le cœur battant, les mains tremblantes, mais mes pas étaient assurés. Derrière moi, j'entendais la voix de ma mère, aiguë et frénétique, dire quelque chose sur le fait que c'était embarrassant, que je gâchais tout. Mais je ne gâchais rien. Pour la première fois de ma vie, je me choisissais. Je suis arrivé à ma voiture et je me suis assise derrière le volant, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Une partie de moi s'attendait à ce que mon père me poursuive en furie pour exiger que je revienne, pour me menacer de quelque chose de nouveau, mais il ne l'a pas fait. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté le parking, laissant le lieu de réception et ma famille derrière moi. En retournant vers Portland, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, soulagement, tristesse, colère, liberté. J'avais passé si longtemps à essayer de gagner l'approbation de mes parents, à essayer de prouver que je valais leur attention. Et pourquoi? Ils n'allaient jamais me voir comme je le voulais. Mais voilà le truc, je n'avais pas besoin qu'ils le fassent. J'avais construit une vie sans leur aide. J'avais obtenu mon diplôme, décroché mon emploi et prouvé à moi-même que j'étais capable et forte. Leur opinion de moi ne changeait rien à tout cela. Pourtant, une petite pensée lancinante persistait dans mon esprit. Ils ne savaient pas pour mon diplôme. Ils ne savaient pas pour mon emploi. Ils ne savaient pas ce que j'avais accompli. Une partie de moi voulait qu'ils le découvrent, qu'ils voient exactement ce qu'ils avaient rejeté, ce qu'ils avaient négligé. Mais une autre partie de moi se demandait si cela avait même de l'importance. Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'ils réaliseraient soudainement qu'ils s'étaient trompés sur moi? Ou est-ce qu'ils trouveraient simplement un moyen de le minimiser, de le faire paraître moins important que le mariage de Jessica ou le travail de Trevor ou quoi que ce soit d'autre qu'ils décidaient de célébrer? Je n'avais pas les réponses. Tout ce que je savais, c'est que j'avais fait le premier pas pour les exclure de ma vie. Et aussi terrifiant que cela puisse paraître, cela semblait aussi juste. Quand je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, fixant la lettre d'acceptation pour le programme de master. Je n'avais pas encore décidé si j'allais l'accepter. Le poste chez Thornberry System était incroyable, et je ne voulais pas le laisser passer. Mais le programme ouvrirait encore plus de portes, me donnerait encore plus d'opportunités. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais des choix. De vrais choix, et personne n'allait me les enlever. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Jessica. Où es-tu parti? Maman a dit que tu étais parti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Quoi qu'il arrive ensuite, j'en avais fini de me justifier auprès de gens qui s'en moquaient. La semaine après avoir quitté le mariage de Jessica, mon téléphone a explosé de messages. Ma mère a appelé 17 fois en 3 jours. Mon père envoyait des textos de plus en plus en colère exigeant que je m'explique. Jessica a laissé des messages vocaux qui commençaient par de la confusion et devenaient rapidement accusateurs. Je les ai tous ignorés. À la place, je me suis concentré sur la préparation de mon nouvel emploi. J'ai passé mes journées à faire des recherches sur Thornberry System, à examiner les projets sur lesquels je travaillerais et à organiser mon appartement. J'ai acheté des vêtements professionnels,
j'ai aménagé un espace de bureau à domicile et j'ai essayé de me convaincre que couper les ponts avec ma famille avait été la bonne décision. La plupart du temps, j'y croyais. Mais tard dans la nuit, quand je ne pouvais pas dormir, des doutes s'insinuaient. Avais-je réagi de manière excessive? Aurais-je dû simplement prendre sur moi et assister au mariage? Étais-je mesquine et vindicative? Puis je me souvenais de la façon dont mon père m'avait regardé quand je lui avais tendu ce chèque. Pas avec compréhension ou fierté, mais avec confusion et irritation, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Je me souvenais de l'inquiétude immédiate de ma mère pour ma robe, pas pour moi. Et je me souvenais des années passées à être négligé, rejeté et traité comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Non, je n'avais pas réagi de manière excessive. J'avais enfin pris ma défense. Jeudi après-midi, 5 jours après le mariage, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Jessica debout dans le couloir, vêtue d'un jean de créateur et d'un chemisier en soie, ses cheveux parfaitement coiffés. J'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte, mais la curiosité l'a emporté. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, en gardant la porte partiellement fermée. « Je peux entrer ? Comment as-tu eu mon adresse ? Maman l'avait depuis que tu as emménagé. Je peux entrer, s'il te plaît ? Nous devons parler. » J'ai hésité, puis je me suis écarté. Jessica est entrée dans mon appartement et a regardé autour d'elle, le nez légèrement plissé. Je savais ce qu'elle pensait. Mon appartement était petit, simple, rien à voir avec le condominium de luxe dans lequel elle et Trevor venaient d'emménager. « Que veux-tu, Jessica ?» Elle s'est tournée vers moi, et j'ai été surprise de voir des larmes dans ses yeux. « Je veux savoir pourquoi tu as gâché mon mariage. » « Je n'ai pas gâché ton mariage. Je suis parti avant même qu'il ne commence. » « Exactement. Tu es parti et ça a provoqué une énorme scène. Maman a passé toute la cérémonie à pleurer. Papa était furieux. Tout le monde demandait où tu étais et ce qui s'était passé. As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant? J'ai croisé les bras. Je suis désolé que mon absence ait été un inconvénient pour toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a essuyé ses yeux, étalant son mascara. Je ne comprends tout simplement pas. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi donnerais-tu cet argent à papa pour ensuite t'en aller? Parce que j'en ai marre d'être traité comme si je ne comptais pas. De quoi parles-tu? Tu comptes. Tu es ma sœur. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Vraiment? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand est-ce que maman ou papa sont venus à l'un de mes événements où on célébrait l'une de mes réussites? Jessica avait l'air sincèrement confuse. Quelle réussite? Et voilà, la preuve que j'avais été invisible depuis toujours. J'ai eu mon diplôme il y a 3 semaines, ai-je dit doucement. Mention très bien, major de promotion. J'ai prononcé un discours à la cérémonie. Aucun de vous n'est venu parce qu'aucun de vous ne le savait. Je ne vous l'ai pas dit parce que je savais que vous vous en moqueriez. Sa bouche s'est ouverte. Tu as eu ton diplôme? Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de ma vie, toi, maman ou papa changiez de sujet pour parler de toi, ta sororité, ton petit ami, ton mariage, tes projets. Il n'y avait jamais de place pour moi dans la conversation. Jessica s'est affalée sur mon canapé, l'air vraiment secoué. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Tu n'as jamais demandé. Laura, je suis désolé. Vraiment. Je ne réalisais pas. Que tu étais la seule dont maman et papa se souciaient? Que j'ai passé toute mon enfance et la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer d'attirer leur attention? Que j'ai travaillé à 3 emplois pour payer l'université pendant qu'ils te donnaient tout? Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Je ne leur ai pas demandé de faire ça. Non, mais tu ne l'as jamais remis en question non plus. Tu n'as jamais pensé une seule fois à ce que ça pouvait faire d'être moi. Toujours dans ton ombre. Toujours comparé à toi et toujours jugé inférieur. Je ne nous ai jamais comparés. C'était maman et papa. Et tu en as bénéficié. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. Écoute, je ne suis pas en colère contre toi, Jessica. Pas vraiment. Tu n'as pas créé cette dynamique, mais tu n'as rien fait pour la changer non plus. Et moi non plus, jusqu'à maintenant. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas. Je commence mon nouveau travail lundi. Je continue ma vie, sans eux, sans attente, sans avoir besoin de ton approbation ou de la validation de maman et papa. Si tu veux faire partie de ma vie, il va falloir que tu t'intéresses réellement à ma vie, pas seulement que tu apparaisses quand ça t'arrange. Jessica a hoché la tête lentement. Je peux essayer. Je veux essayer. Alors commence par écouter. J'ai un emploi chez Thornberry System. Je vais travailler sur des projets de génie de l'environnement, concevoir des systèmes d'eau durables. Je gagne un salaire à 6 chiffres. J'envisage aussi un programme de master qui me permettrait de me spécialiser en politique environnementale. Ses yeux se sont écarquillés. Laura, c'est incroyable. Je n'en avais aucune idée. Personne ne le savait parce que personne n'a demandé. Elle s'est levée, l'air incertain. Je devrais y aller. Trevor attend dans la voiture. Mais Laura, je suis vraiment désolé, et je suis fier de toi. Pour ce que ça vaut. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Alors qu'elle sortait dans le couloir, elle s'est retournée. Vas-tu parler à maman et papa? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas maintenant. J'ai besoin d'espace. Elle a hoché la tête et est partie. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, me sentant épuisé. La conversation avait été émotionnellement drainante, mais elle avait aussi semblé nécessaire. Peut-être que Jessica ferait vraiment un effort. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais dit ce que j'avais à dire. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de mon père. Ta mère est dévastée. Tu lui dois des excuses. J'ai fixé le message, la colère montant en moi. Même maintenant, après tout, il ramenait tout à eux, à la façon dont mes actions les avaient blessés. Pas une seule fois il n'avait reconnu comment il m'avait blessé. J'ai tapé une réponse et l'ai effacée 3 fois avant de finalement me décider pour quelque chose de simple. Je ne dois rien à personne. Je vous ai remboursé. Nous sommes quittes. Sa réponse est venue immédiatement. Cet argent n'efface pas 18 ans à t'élever. Tu es égoïste et ingrate. Égoïste. Le mot m'a piqué parce qu'une partie de moi craignait qu'il ait raison. Mais la plus grande partie de moi savait qu'il avait tort. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. Fixer des limites n'est pas de l'ingratitude. Et refuser d'accepter d'être maltraité n'est pas un défaut de caractère. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché tôt, essayant de me vider la tête avant mon premier jour à mon nouveau travail. Ma première semaine chez Thornberry System a été écrasante de la meilleure façon possible. Le bureau était moderne et lumineux avec un plan ouvert et des baies vitrées donnant sur la ville. Mon équipe était composée de 6 autres ingénieurs, tous brillants et passionnés par la durabilité environnementale. Ma superviseure, Gretchen, était une femme d'une 50aine d'années qui travaillait dans le secteur depuis des décennies et avait la réputation d'être à la fois exigeante et encourageante. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, reconnaissante de la distraction. Nous étions aux premières étapes de la conception d'un système de récupération de l'eau pour une municipalité près de Seattle, et j'ai passé des heures à faire des calculs, à examiner des évaluations d'impact environnemental et à collaborer avec l'équipe sur des solutions de conception. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais de nouveau moi-même. Pas la fille de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un, juste Laura, une ingénieure faisant un travail qui comptait. Vendredi après-midi, Gretchen m'a appelé dans son bureau. « Comment s'est passée ta première semaine ?» a-t-elle demandé, me faisant signe de m'asseoir. « Bien. Vraiment bien. J'apprends beaucoup. Tu fais un excellent travail. J'ai été impressionné par tes contributions cette semaine. » Elle a fait une pause. Je voulais aussi mentionner quelque chose. Nous préparons une proposition pour un projet majeur avec la ville de Portland. C'est une initiative de durabilité complète, système d'eau, gestion des déchets, infrastructure verte. Si nous remportons le contrat, ce sera l'un des plus grands projets que l'entreprise ait jamais entrepris. Ça a l'air incroyable. Ça l'est. Et je veux que tu sois dans l'équipe. Tu travaillerais en étroite collaboration avec moi et 2 ingénieurs seniors. C'est beaucoup de responsabilités, surtout pour quelqu'un qui débute, mais je pense que tu peux le gérer. J'ai ressenti une vague d'excitation. J'adorerais en faire partie. Bien. Nous présentons la proposition au conseil municipal dans 3 semaines.
J'aurai besoin de ton aide pour la documentation technique et que tu sois prête à répondre aux questions pendant la présentation. J'ai quitté son bureau en me sentant pleine d'énergie et de fierté. C'était exactement le genre d'opportunité pour laquelle j'avais travaillé si dur. Et je l'avais mérité par moi-même, pas grâce à des relations familiales ou au favoritisme. Ce soir-là, j'ai retrouvé Kelsey, ma meilleure amie de l'université. Elle était l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire de ma dynamique familiale. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant du centre-ville de Portland, et je lui ai tout raconté sur ce qui s'était passé depuis le mariage. Je n'arrive toujours pas à croire que tu lui as vraiment tendu un chèque et que tu es parti, a-t-elle dit en secouant la tête avec admiration. C'est la chose la plus audacieuse que j'ai jamais entendue. Ça ne semblait pas audacieux sur le moment. C'était terrifiant. Mais tu l'as fait quand même. C'est ce qui compte. Elle a pris une gorgée de son vin. As-tu eu de leurs nouvelles depuis que Jessica est passée? Mon père n'arrête pas de m'envoyer des textos. Ma mère laisse des messages vocaux. J'ai ignoré la plupart. Bien. Tu ne leur dois rien, Laura. Tu prends soin de toi depuis des années. Ils ne l'ont juste pas remarqué. C'est ça qui me dérange le plus. Ils n'ont pas remarqué. J'ai travaillé si dur pour être indépendante, pour ne pas avoir besoin de leur aide, et ils ont simplement supposé que j'avais des difficultés ou que j'échouais ou je ne sais quoi. Ils n'ont jamais envisagé une seule fois que je pouvais réellement réussir. Kelsey a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Tant pis pour eux. Sérieusement, tu es brillante et tu as du succès et tu n'as pas besoin de leur validation. Tu le sais, n'est-ce pas? Je commence à le comprendre. Nous avons passé le reste du dîner à parler de son travail, de sa vie amoureuse et de nos projets pour l'été. Ça faisait du bien de se concentrer sur des choses normales, d'avoir une conversation qui n'était pas alourdie par des drames familiaux. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Mon cœur s'est serré quand j'ai reconnu l'écriture de ma mère sur le devant. À l'intérieur, il y avait une carte avec un message générique sur la famille et le pardon. En dessous du texte imprimé, ma mère avait écrit « Laura, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu nous manques et nous t'aimons. Quels que soient nos problèmes, nous pouvons les résoudre ensemble. Tu es notre fille et nous te voulons dans nos vies. S'il te plaît, appelle-moi. Amour, maman. » J'ai fixé la carte pendant un long moment, ressentant un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi voulait la croire, voulait penser que peut-être les choses pourraient être différentes. Mais une autre partie de moi savait mieux. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une reconnaissance de la façon dont il m'avait traité. C'était juste une supplication pour que je revienne et que je prétende que tout allait bien. J'ai mis la carte de côté et je suis allé me coucher, mais le sommeil n'est pas venu facilement. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer des souvenirs, la fois où j'ai gagné un concours de mathématiques et où mes parents ont oublié de venir me chercher à l'école parce qu'ils étaient au récital de danse de Jessica, le Noël où j'ai reçu des cadeaux pratiques comme des chaussettes et une calculatrice tandis que Jessica recevait un nouvel ordinateur portable et un sac à main de créateur, les innombrables dîners où j'étais assise en silence pendant que tout le monde discutait de la vie de Jessica. Et puis j'ai pensé à l'avenir que je me construisais, le travail qui me mettait au défi et m'enthousiasmait, l'indépendance pour laquelle je m'étais battu, le respect que je gagnais auprès de collègues qui appréciaient mes compétences et mes contributions. Je n'avais plus besoin de ma famille pour me valider. J'avais appris à me valider moi-même, mais ça ne voulait pas dire que ça ne faisait pas mal. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de Jessica. Maman m'a dit qu'elle t'avait envoyé une carte. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, envisage au moins de leur parler. Tu leur manques vraiment. Je n'ai pas répondu immédiatement. À la place, je me suis préparé pour la journée et je suis allé courir, essayant de me vider la tête. Quand je suis revenu, j'ai finalement répondu, j'apprécie que tu prennes contact, mais j'ai besoin de plus de temps. Je ne suis pas encore prête à avoir cette conversation. Sa réponse est venue rapidement. Je comprends. Sache juste que je suis là si tu as besoin de moi. C'était un petit geste, mais il signifiait quelque chose. Peut-être que Jessica essayait sincèrement. Peut-être pas. Le temps le dirait. La semaine suivante, je me suis plongé plus profondément dans le projet de durabilité de Portland. L'envergure était massive, redessiner l'infrastructure hydraulique de la ville pour réduire les déchets et améliorer l'efficacité, mettre en œuvre des espaces verts pour gérer les eaux pluviales et créer des programmes éducatifs sur la conservation de l'environnement.
C'était exactement le genre de travail que j'avais rêvé de faire lorsque j'ai choisi le génie de l'environnement comme spécialité. Un après-midi, alors que j'examinais des estimations de coûts, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu avec un indicatif régional local. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Est-ce bien Laura? Oui. Qui est-ce? C'est Trevor, le mari de Jessica. Nous nous sommes rencontrés brièvement nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Je me suis redressé, surprise. Que voulez-vous? Je voulais vous parler de quelque chose. Avez-vous quelques minutes? La voix de Trevor était hésitante, presque nerveuse. C'était étrange de l'entendre paraître incertain. Chaque fois que je l'avais rencontré auparavant, il avait été confiant au point d'être arrogant. Je vous écoute, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Écoutez, je sais que les choses sont compliquées avec votre famille en ce moment. Jessica m'a raconté ce qui s'est passé au mariage, et je voulais vous contacter parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Qu'est-ce que c'est? Il a fait une pause. Pouvons-nous nous rencontrer en personne? Je préférerais ne pas avoir cette conversation par téléphone. J'ai hésité. Rencontrer Trevor seul me semblait étrange, et je n'étais pas sûr de faire confiance à ses motivations, mais la curiosité l'a emporté. D'accord. Il y a un café sur la Northwest 23 RD appelé Brew Point. Je peux vous y retrouver dans 1 heure. J'y serai. J'ai passé les 45 minutes suivantes à essayer de comprendre ce que Trevor pouvait bien vouloir me dire. Peut-être jouait-il le médiateur pour mes parents. Peut-être que Jessica l'avait envoyé. Ou peut-être que c'était tout autre chose. Quand je suis arrivé à Brew Point, Trevor était déjà là, assis à une table dans un coin avec 2 tasses de café devant lui. Il s'est levé quand il m'a vu, l'air mal à l'aise en jean et chemise décontractée. « Merci de me rencontrer », a-t-il dit, en désignant la chaise en face de lui. « Je vous ai pris un café. Je ne savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai juste pris un café filtre normal. » Merci. Je me suis assise et j'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude, attendant qu'il s'explique. Trevor a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux qui semblait inhabituel. D'accord, alors je vais le dire directement parce que je ne sais pas comment faire autrement. Vos parents ont menti à Jessica et à moi sur leur situation financière. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Il y a environ 3 mois, votre père est venu me demander un prêt. Il a dit qu'ils avaient des problèmes de trésorerie temporaire avec son entreprise et qu'ils avaient besoin de 20 000 $ pour couvrir des dépenses jusqu'à ce qu'un gros client les paie. Il a promis de me rembourser dans les 60 jours. Mon père dirigeait une petite société de conseil qui aidait les entreprises en matière de planification financière. C'était une entreprise correcte, mais pas exactement lucrative. Pourtant, 20 000 $ semblait beaucoup à demander. Vous le lui avez donné? Oui. Il fait partie de la famille et je voulais aider, mais les 60 jours sont passés. Et quand j'ai demandé des nouvelles, il n'arrêtait pas de trouver des excuses. D'abord, c'était que le paiement du client était retardé. Ensuite, c'était qu'ils avaient eu des dépenses imprévues. Finalement, il m'a dit qu'il me rembourserait après le mariage de Jessica. Laissez-moi deviner, il ne vous a pas remboursé. Non. Et quand je l'ai pressé à ce sujet la semaine dernière, il m'a dit qu'il avait en fait besoin de 15 000 $ de plus pour maintenir l'entreprise à flot. Il a dit que si je ne les aidais pas, il pourrait tout perdre. Je me suis adossé à ma chaise, digérant cette information. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Jessica a mentionné que vos parents ont payé vos études universitaires. Elle a dit qu'ils vous soutiennent financièrement toutes les deux depuis des années. Mais si c'est vrai, pourquoi aurait-il besoin de m'emprunter de l'argent? Pourquoi aurait-il des difficultés? J'ai laissé échapper un petit rire amer. Ils n'ont pas payé mes études, Trevor. Ils ont payé mon premier semestre il y a 4 ans. Un seul semestre. J'ai payé tout le reste moi-même grâce à des prêts, des bourses et en travaillant à plusieurs emplois. Et je doute sérieusement qu'ils aient soutenu financièrement Jessica comme vous le pensez. Son visage est devenu pâle. Quoi? Mes parents aiment s'attribuer le mérite de choses qu'ils n'ont pas faites. Ils racontent depuis des années qu'ils m'ont payé l'université, mais ce n'est pas vrai. Et je suis prête à parier qu'ils ont aussi exagéré leur contribution financière à la vie de Jessica. Trevor avait l'air sincèrement choqué.
Mais ils en parlent tout le temps. De tout ce qu'ils ont investi en vous deux, de tout ce qu'ils ont sacrifié. C'est une comédie. Ils veulent que les gens pensent qu'ils sont des parents généreux et solidaires, mais la réalité est très différente. J'ai fait une pause. Mon père a-t-il dit pourquoi son entreprise a des difficultés? Il a dit que le marché était difficile, que les clients resserraient leur budget, les choses habituelles. Mais maintenant je me demande si tout cela est vrai. C'est peut-être vrai. Ou alors il est mauvais en gestion d'argent et trop fier pour l'admettre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas votre problème. Je sais, mais Jessica s'inquiète pour eux. Elle pense qu'ils sont sur le point de perdre leur maison. Elle parle de les aider financièrement à long terme, peut-être même de les faire emménager avec nous si les choses tournent vraiment mal. Je pouvais voir la panique dans ses yeux maintenant. Trevor venait d'un milieu aisé, mais il n'était pas stupide. Il savait que soutenir ses beaux-parents indéfiniment pourrait épuiser ses ressources et mettre son mariage à rude épreuve. « Que voulez-vous que je fasse à ce sujet ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas. Je pensais juste que vous devriez savoir ce qui se passe. Et je suppose que je voulais vous le demander directement. Ont-ils vraiment payé pour votre université? Non. Ils ont payé 12 000 $ il y a 4 ans. Je les ai remboursés la semaine dernière. Nous sommes quittes. Il a absorbé cela, la mâchoire serrée. Jessica ne sait rien de tout ça. Alors peut-être que vous devriez le lui dire. Je ne suis pas sûr qu'elle me croira. Elle idolâtre vos parents. Elle pense que ce sont des saints qui ont tout sacrifié pour leurs enfants. C'est parce qu'elle est la seule à avoir réellement bénéficié de leur sacrifice, réel ou imaginaire. J'ai pris une gorgée de mon café. Écoutez, Trevor, je ne peux pas vous aider avec ça. J'ai coupé les ponts avec ma famille pour une raison. Si vous voulez connaître la vérité sur leurs finances, vous allez devoir enquêter vous-même. Demandez des documents, des relevés bancaires, des registres d'entreprise. Ne vous contentez pas de leurs paroles. Vous avez raison. Je sais que vous avez raison. C'est juste que... ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Bienvenue dans mon monde. Nous sommes restés en silence un moment. Puis Trevor a dit, pour ce que ça vaut, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Quitter le mariage, fixer des limites. Jessica m'a raconté ce que vous avez dit sur le fait d'être invisible, et je pense qu'elle commence enfin à comprendre à quel point la dynamique était tordue. Peut-être. Ou peut-être qu'elle est juste contrariée parce que les choses deviennent inconfortables. Il a souri sombrement. Probablement un peu des deux. Après le départ de Trevor, je suis restée assise dans le café pendant encore 1 heure, pensant à tout ce qu'il m'avait dit. Mes parents avaient des problèmes financiers, peut-être de graves problèmes. Et au lieu d'être honnête à ce sujet, ils manipulaient les gens et créaient plus de dettes. Une partie de moi se sentait vengée. Ils avaient toujours agi comme s'ils avaient beaucoup plus de succès et étaient plus stables que moi, comme s'ils avaient tout compris. Il s'est avéré qu'ils étaient juste meilleurs pour cacher leurs problèmes. Mais une autre partie de moi se sentait triste. Mes parents avaient dépensé tellement d'énergie à maintenir les apparences, à prétendre être quelque chose qu'ils n'étaient pas, qu'ils avaient perdu de vue ce qui comptait vraiment, et maintenant ils en payaient le prix. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé le dernier texto que mon père m'avait envoyé. Tu es égoïste et ingrate. J'ai tapé une réponse. Je suis au courant de l'argent que tu as emprunté à Trevor. Je sais que l'entreprise a des difficultés. Si tu as des problèmes, sois honnête à ce sujet au lieu de me reprocher de fixer des limites. Je ne reviendrai pas pour te sauver. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Comment oses-tu te mêler de mes affaires? Cela n'a rien à voir avec toi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Ce soir-là, Jessica m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Trevor m'a parlé de l'argent, a-t-elle dit sans préambule. C'est vrai pour l'université? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai l'impression de ne plus rien savoir. Je pensais que maman et papa étaient des parents parfaits et maintenant je découvre qu'ils ont menti sur toutes sortes de choses. Ils ne sont pas parfaits, Jessica. Personne ne l'est. Mais ils ont utilisé leur prétendue générosité comme moyen de pression pendant des années, et j'ai fini de jouer le jeu.
Je commence à le voir. Elle a soupiré. Trevor veut leur demander des documents financiers avant que nous leur donnions plus d'argent. Je pense qu'il a raison, mais je ne sais pas comment aborder le sujet sans qu'il se fâche. C'est entre toi et Trevor. Je ne peux pas t'aider avec ça. Je sais. C'est juste que... Je voulais que tu saches que je te crois sur tout et que je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. C'était la chose la plus proche de véritables excuses que j'avais reçues de quiconque dans ma famille. Ça ne réglait pas tout, mais c'était quelque chose. Merci, Jessica. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé le plafond, me sentant émotionnellement épuisé. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon de confrontations, de révélations et de décisions. J'avais coupé les ponts avec mes parents, commencé un nouveau travail et regardé la façade soigneusement construite de ma famille commencer à s'effondrer. Et à travers tout cela, j'étais resté fidèle à moi-même. J'avais fixé des limites. J'avais exigé le respect. J'avais refusé de les laisser me faire sentir petite. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas confortable, mais c'était nécessaire. Mon téléphone a vibré avec un texto de Kelsey. « Comment tu tiens le coup ?» J'ai souri et j'ai répondu. « Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je suis enfin libre. » 3 semaines après ma conversation avec Trevor, j'étais plongé dans les préparatifs de la présentation du projet de durabilité de Portland. Notre équipe avait élaboré une proposition complète qui incluait des spécifications techniques détaillées, des analyses de coûts, des projections d'impact environnemental et des calendriers de mise en œuvre. C'était l'un des meilleurs travaux auxquels j'avais jamais participé, et j'étais fier de ce que nous avions créé. La présentation était prévue pour un jeudi après-midi à l'hôtel de ville. Le conseil municipal serait présent, ainsi que des représentants de plusieurs autres entreprises en compétition pour le contrat. L'enjeu était de taille et j'avais passé la semaine précédente à répéter mes parties de la présentation jusqu'à ce que je puisse les réciter dans mon sommeil. Mercredi soir, la veille de la présentation, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai fixé l'écran un long moment, hésitant à répondre. Nous ne nous étions pas parlé depuis le mariage, et je n'étais pas sûr d'être prête pour la conversation qu'elle voulait avoir, mais la curiosité l'a emporté. Allô ? Laura, ma chérie, c'est maman. Sa voix était tendue, comme si elle avait pleuré. Je dois te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton père. Il a eu une crise cardiaque. Mon estomac s'est noué. Quoi ? Quand ? Cet après-midi. Il s'est effondré au bureau. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital et il est stable maintenant, mais les médecins disent qu'il doit faire des changements de mode de vie majeurs. Moins de stress, une meilleure alimentation, plus de repos. Je me suis affalé sur mon canapé, digérant cette information. Malgré tout, il était toujours mon père. La pensée qu'il ait une crise cardiaque m'effrayait plus que je ne voulais l'admettre. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Il le pense. Mais Laura, nous devons parler de son entreprise. Avec lui à l'hôpital, quelqu'un doit intervenir et aider à gérer les choses, au moins temporairement. Et avec tout ce qui s'est passé, je pensais que peut-être tu pourrais. Non. Laura, s'il te plaît. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais ton père a besoin d'aide. L'entreprise est en difficulté, et si personne n'intervient, nous pourrions tout perdre. Alors engagez quelqu'un ou demandez à Jessica. Jessica ne connaît rien à la gestion d'entreprise et nous n'avons pas les moyens d'engager quelqu'un. Tu es la seule à avoir les compétences et les connaissances pour nous aider à traverser ça. J'ai fermé les yeux, sentant le poids familier de la culpabilité et de l'obligation. C'était exactement ce qu'ils avaient toujours fait. Attendre qu'il y ait une crise, puis s'attendre à ce que je la résolve. Maman, je suis désolé que papa soit malade. Vraiment. Mais je ne peux pas tout laisser tomber pour sauver son entreprise. J'ai ma propre carrière, mes propres responsabilités. Ta carrière peut attendre. C'est la famille. La famille, ça marche dans les deux sens. Vous ne pouvez pas m'ignorer pendant des années et ensuite vous attendre à ce que j'accoure quand vous avez besoin de quelque chose. Nous ne t'avons jamais ignoré, Laura. Nous t'avons toujours aimé et soutenu. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Vous avez payé pour un semestre d'université et me l'avez reproché pendant 4 ans. Vous avez méprisé mes réussites, négligé mes difficultés et avez clairement montré que seule Jessica comptait.
Et maintenant que vous avez besoin de quelque chose de ma part, soudain je suis importante. Ce n'est pas juste. Nous avons fait de notre mieux. Peut-être, mais votre mieux n'était pas suffisant, et je ne vais pas sacrifier ma vie pour résoudre vos problèmes. Elle est restée silencieuse un moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était devenue froide. Alors, c'est tout. Tu vas juste nous abandonner quand nous avons le plus besoin de toi. Je ne vous abandonne pas. Je fixe des limites. Si vous avez besoin d'aide pour l'entreprise de papa, engagez un consultant. Si vous avez besoin de soutien émotionnel, appelez Jessica. Mais ne me demandez pas de renoncer à tout ce pourquoi j'ai travaillé pour vous tirer d'affaire. Très bien. Je vois que nous ne pouvons pas compter sur toi. Je trouverai autre chose. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise là, tenant mon téléphone, me sentant secoué. Une partie de moi se demandait si j'avais fait le mauvais choix, si j'étais trop dur, mais une autre partie de moi savait que j'avais fait ce qu'il fallait. Je ne pouvais pas continuer à me sacrifier pour des gens qui ne m'appréciaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer la conversation avec ma mère, imaginant les pires scénarios où mon père mourait et ma famille me blâmait de ne pas avoir aidé. Mais je me rappelais aussi toutes les fois où il m'avait rejeté, toutes les façons dont il m'avait fait sentir sans valeur. Je ne pouvais pas laisser la culpabilité me manipuler pour que je revienne. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai enfilé ma meilleure tenue professionnelle, un tailleur gris anthracite avec un chemisier crème. Je me suis coiffé soigneusement, j'ai appliqué un maquillage minimal et j'ai vérifié mon reflet dans le miroir. J'avais l'air confiante, capable, comme quelqu'un qui avait sa place dans une salle remplie de fonctionnaires municipaux et de chefs d'entreprise. Au bureau, mon équipe s'est réunie pour une dernière répétition de la présentation. Gretchen nous a fait un discours d'encouragement sur le fait de rester calme et confiant, de répondre directement aux questions et de nous souvenir que nous avions la meilleure proposition. Vous avez tous fait un travail incroyable là-dessus, a-t-elle dit, en nous regardant chacun à notre tour. Le conseil aurait de la chance de travailler avec nous. Souvenez-vous de ça. Nous sommes arrivés à l'hôtel de ville 30 minutes en avance et nous nous sommes installés dans la salle de conférence. L'espace était impressionnant, au plafond, boiserie, une longue table où siégeraient les membres du conseil. D'autres entreprises installaient également leurs présentations, et j'ai reconnu quelques concurrents de conférences du secteur. À 14 heures précises, les membres du conseil sont entrés et ont pris place. Ils étaient 7, un mélange d'hommes et de femmes âgés de 30 à 60 ans. La présidente du conseil, une femme nommée Diane, a ouvert la séance. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous allons entendre les présentations de 4 entreprises en compétition pour le contrat de l'initiative de durabilité de Portland. Chaque entreprise disposera de 30 minutes pour présenter, suivi de 15 minutes de questions. Commençons par Thornberry System. Gretchen s'est levée et a entamé la première partie de notre présentation, décrivant la portée et la vision du projet. Puis elle a passé la parole à Marcus, l'un des ingénieurs seniors, qui a détaillé les spécifications techniques pour la refonte de l'infrastructure hydraulique. Quand ce fut mon tour, je me suis levé et je me suis approché de l'écran où nos diapositives étaient affichées. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé ma voix stable. Bonjour. Je suis Laura et je vais discuter de l'évaluation de l'impact environnemental et des mesures de durabilité à long terme pour ce projet. J'ai cliqué sur la première diapositive qui montrait les chiffres prévus de conservation de l'eau sur une période de 20 ans. J'avais passé des heures sur ces calculs, vérifiant chaque chiffre, m'assurant que nos prédictions étaient à la fois ambitieuses et réalistes. Selon nos modèles, la mise en œuvre de ce système de récupération de l'eau réduirait la consommation d'eau municipale de 32% au cours des 5 premières années, ce chiffre passant à 48% d'ici la 10e année, à mesure que le système atteindra son optimisation complète. Je les ai guidés à travers les données, expliquant la méthodologie, abordant les préoccupations potentielles et soulignant les avantages environnementaux. Pendant que je parlais, je pouvais voir certains membres du conseil hocher la tête, prendre des notes, se pencher en avant avec intérêt. Quand j'ai terminé ma section, j'ai rendu la présentation à Gretchen, qui a conclu avec les projections budgétaires et les calendriers de mise en œuvre. La présentation entière a duré exactement 28 minutes. Merci, a dit Diane. Maintenant, nous ouvrons la parole aux questions. Les questions sont venues rapidement et intensément. Les membres du conseil voulaient en savoir plus sur les exigences en matière de permis, les délais de construction, les coûts de maintenance et l'impact sur la communauté.
Notre équipe a répondu à chaque question avec fluidité, s'appuyant sur des semaines de préparation et de recherche. Un membre du conseil, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Georges, s'est concentré spécifiquement sur la section de l'impact environnemental. Laura, vos projections sont impressionnantes, mais elles semblent optimistes. Que se passe-t-il si nous n'atteignons pas ces chiffres de conservation? Quel est le plan de secours? J'avais anticipé cette question. Nous avons intégré des estimations prudentes à chaque étape. La réduction de 32% en année 5 suppose des taux d'adoption standards et des conditions météorologiques typiques. Même dans le pire des scénarios, disons une adoption publique plus lente ou une année particulièrement humide qui réduit l'urgence de la conservation, nous verrions toujours une réduction minimale de 20%. Et notre plan de mise en œuvre comprend des évaluations trimestrielles afin que nous puissions ajuster les stratégies en temps réel si nécessaire. Il a semblé satisfait de cette réponse. Quelques autres questions ont suivi, principalement des détails techniques que Marcus et Gretchen ont gérés avec expertise. Lorsque la période de questions de 15 minutes s'est terminée, Diane nous a remerciés et a appelé une brève pause avant la présentation suivante. Nous avons rassemblé nos affaires et nous sommes sortis dans le couloir. Gretchen avait un immense sourire aux lèvres. C'était excellent. Vous avez tous été fantastiques, surtout toi, Laura. Tu as géré ces questions environnementales comme une pro. Merci. J'étais nerveuse pour cette partie. Ça ne s'est pas vu. Tu as paru confiante et compétente, exactement ce qu'ils ont besoin de voir. Nous avons attendu pendant que les 3 autres entreprises présentaient. J'ai essayé de me concentrer sur l'examen de notre proposition, à la recherche de faiblesses au cas où nous devrions soumettre des révisions, mais mon esprit n'arrêtait pas de vagabonder. J'ai pensé à mon père à l'hôpital, à l'appel de ma mère, au poids des attentes familiales que j'avais enfin réussi à secouer. Et puis j'ai pensé à cette présentation, cette opportunité, cette carrière que j'avais entièrement bâtie par moi-même. J'avais gagné ma place dans cette salle. Personne ne me l'avait donnée. Personne n'avait tiré les ficelles ou passé des appels en ma faveur. C'était à moi. Après que les 4 présentations furent terminées, Diane s'est adressée à la salle. Merci à toutes les entreprises qui ont présenté aujourd'hui. Le Conseil délibérera au cours de la semaine prochaine et annoncera sa décision lors de la réunion publique de jeudi prochain. Nous apprécions le temps et les efforts consacrés à ces propositions. Nous avons remballé et sommes retournés au bureau. L'énergie dans la voiture était électrique, pleine d'excitation et d'anticipation nerveuse. Gretchen a offert un dîner précoce à toute l'équipe dans un bon restaurant du centre-ville, et nous avons passé la soirée à décompresser et à analyser comment la présentation s'était déroulée. Je pense que nous avons une vraie chance, a dit Marcus en levant son verre. Honnêtement, notre proposition était plus solide que tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Ne soyez pas trop confiants, a prévenu Gretchen, mais elle souriait. Mais oui, je pense que nous avons bien réussi. Maintenant, nous attendons. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une autre enveloppe sous ma porte. Cette fois, elle venait de mon père, son écriture tremblante mais reconnaissable. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Laura, ta mère m'a parlé de votre conversation d'hier soir. Je suis déçu de ta décision, mais je suppose que je ne devrais pas être surpris. Tu as clairement montré que ta carrière est plus importante que la famille. J'espère que tu pourras vivre avec ce choix. Quand je ne serai plus là, souviens-toi que je t'ai demandé ton aide et que tu as refusé. Papa. Je l'ai lu 2 fois, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Même depuis un lit d'hôpital, même après une crise cardiaque, il essayait de me manipuler avec la culpabilité. La lettre n'était pas une tentative de réparer notre relation ou de reconnaître sa part dans notre éloignement. C'était une arme conçue pour me faire sentir comme une fille terrible. Je suis allé dans ma cuisine, j'ai allumé la cuisinière et j'ai tenu la lettre au-dessus de la flamme jusqu'à ce qu'elle prenne feu. Je l'ai laissée tomber dans l'évier et je l'ai regardée brûler, le papier se recroquevillant et noircissant, ses mots se transformant en cendres. Je n'allais plus porter sa culpabilité. La semaine suivante s'est écoulée lentement. Chaque jour au travail ressemblait à l'attente des résultats d'un examen. Nous avions soumis notre proposition, fait de notre mieux, et maintenant la décision n'était plus entre nos mains. J'ai essayé de me concentrer sur d'autres projets, mais il était difficile de se concentrer. Mardi soir, Jessica a appelé. « Salut », a-t-elle dit, « j'ai entendu parler de papa. Maman a dit que tu avais refusé d'aider avec l'entreprise. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais soit.
Je n'appelle pas pour te faire la morale. En fait, je voulais te dire que Trevor et moi avons parlé à maman et papa de leurs finances. Nous avons demandé à voir des relevés bancaires et des registres d'entreprise. Et c'est pire que ce que nous pensions. L'entreprise de papa perd de l'argent depuis plus d'1 an. Ils vivent à crédit et avec des prêts, utilisant de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes. Ils ont de sérieux problèmes. Que allez-vous faire? Trevor organise une rencontre avec un conseiller financier, quelqu'un qui peut les aider à restructurer leurs dettes et peut-être à déclarer faillite si nécessaire. Nous organisons également une réunion avec un courtier en affaires pour voir si l'entreprise de papa a une quelconque valeur à la vente. Cela semble être la bonne chose à faire. Oui. Et Laura? Trevor leur a demandé directement pour tes frais de scolarité. Papa a admis qu'il n'avait payé qu'un seul semestre. Maman a essayé de le défendre, en disant qu'ils avaient prévu de payer plus mais qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Mais le fait est qu'ils nous ont menti, à leurs amis. Probablement à eux-mêmes. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. Ce n'est pas grave. Tu as cru ce qu'ils t'ont dit. Ce n'est pas ta faute. Si, un peu, quand même. J'aurais dû être plus attentive. J'aurais dû te poser des questions sur ta vie au lieu de simplement supposer que tout allait bien. Elle a fait une pause. Je sais que les choses sont encore compliquées entre nous, mais je veux essayer d'avoir une vraie relation avec toi. Pas le faux truc de sœur où on ne se voit qu'aux vacances. Apprendre à se connaître vraiment. J'aimerais ça aussi. Bien. On peut aller prendre un café un de ces jours? Juste nous deux. Oui, j'aimerais ça. Après avoir raccroché, je me suis sentie plus légère. Peut-être que Jessica et moi ne serions jamais super proches, mais au moins nous pouvions être honnêtes l'une avec l'autre. C'était plus que ce que nous n'avions jamais eu auparavant. Jeudi est arrivé, le jour où le conseil municipal annoncerait sa décision. La réunion était prévue à 19 h, et Gretchen a invité toute l'équipe à y assister. Nous nous sommes assis ensemble dans la zone réservée au public, regardant le conseil traiter d'abord les points de routine. Finalement, Diane est arrivée au point de l'ordre du jour que nous attendions. Ensuite, nous avons l'annonce concernant le contrat de l'initiative de durabilité de Portland. Après une délibération minutieuse et un examen de toutes les 4 propositions, le conseil a pris une décision unanime. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Le contrat sera attribué à Thornberry System. Leur proposition a démontré l'approche la plus complète de la durabilité environnementale, le calendrier le plus réaliste et la plus grande expertise technique. Félicitations à l'équipe de Thornberry. La salle de conférence a éclaté en applaudissements. Gretchen m'a attrapé la main et l'a serrée, ses yeux brillants d'excitation. Marcus souriait d'une oreille à l'autre. Le reste de l'équipe s'embrassait et se félicitait. Nous avions gagné. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de négociations de contrats, de réunions de planification de projets et de couverture médiatique. L'initiative de durabilité de Portland était une grande nouvelle dans la communauté environnementale locale, et plusieurs médias voulaient interviewer l'équipe derrière le projet. Gretchen m'a choisi pour participer à quelques-unes de ces interviews, et je me suis retrouvé cité dans le journal et présenté dans un article d'un magazine d'affaires local sur les jeunes professionnels qui ont un impact. Un article incluait ma photo et une brève biographie mentionnant que j'avais été major de ma promotion de mon programme d'ingénierie. Le jour de sa publication, j'ai reçu un texto de Jessica. Maman a vu l'article. Elle panique. Je voulais juste te prévenir. Effectivement, 1 heure plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner, mais j'ai écouté le message plus tard. Laura, j'ai vu l'article sur ton projet. Je ne savais pas que tu travaillais sur quelque chose de si important. Ton père et moi sommes très fiers de toi. Je sais que les choses ont été difficiles, mais nous aimerions te voir et parler de tout. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai supprimé le message sans répondre. 2 jours plus tard, un colis est arrivé à mon appartement. À l'intérieur se trouvait une copie encadrée de l'article de journal me mettant en vedette, accompagnée d'une carte de mes parents. Laura, nous sommes si fiers de tout ce que tu as accompli. Nous avons toujours su que tu étais capable de grandes choses. Nous espérons que tu nous donneras une chance de faire partie de ton succès. Amour, maman et papa. J'ai fixé la carte pendant un long moment, ressentant un mélange complexe d'émotions. Ils étaient fiers de moi maintenant que mon succès était public, maintenant qu'ils pouvaient s'en vanter auprès de leurs amis.
Mais où était-il quand je luttais à l'université? Où était-il quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention? Où était-il pendant les années que j'ai passées à travailler à plusieurs emplois et à étudier tard dans la nuit? Il voulait faire partie de mon succès, mais il n'avait jamais fait partie de ma lutte. J'ai mis le cadre dans un placard et j'ai jeté la carte. Ce week-end-là, j'ai retrouvé Jessica pour un café comme promis. Elle avait l'air différente, moins apprêtée, plus authentique. Nous nous sommes assises dans un coin tranquille d'un café et avons parlé pendant 2 heures de tout, notre enfance, nos parents, nos différentes expériences en grandissant dans la même maison. Je pense que j'ai été dans le déni pendant longtemps, a admis Jessica. C'était plus facile de croire que maman et papa étaient parfaits que de reconnaître à quel point les choses étaient injustes. Mais après tout ce qui s'est passé, le prêt de Trevor, la crise cardiaque de papa, la découverte de l'état de l'entreprise, je ne peux plus faire semblant. C'est difficile de voir ses parents comme des êtres humains imparfaits au lieu de figures d'autorité infaillibles. Oui. Et je me sens coupable aussi. Tu sais, coupable d'avoir bénéficié de leur favoritisme. Coupable de ne pas t'avoir défendu. Coupable d'avoir tout accepté sans poser de questions. Tu étais une enfant, Jessica. Tu ne peux pas te blâmer pour la façon dont ils ont choisi de nous traiter. Peut-être pas, mais je peux prendre la responsabilité de la façon dont je te traite maintenant. Elle m'a regardé sérieusement. Je veux que tu saches que je te vois. Je te vois vraiment. Et je suis incroyablement impressionné par ce que tu as accompli. Le projet, ton travail, tout. Tu as tout fait toute seule, et c'est incroyable. Merci. Ça compte beaucoup. Nous avons prévu de déjeuner ensemble la semaine suivante, et quand nous nous sommes quittés, j'ai eu l'espoir que nous pourrions peut-être construire quelque chose de réel. Le mardi suivant, j'ai reçu un courriel de mon père. Il était court et formel. Laura, je voulais t'informer que je vends l'entreprise. La crise cardiaque a été un signal d'alarme me montrant que je dois apporter des changements importants dans ma vie. Je vais prendre ma retraite et me concentrer sur ma santé. Ta mère et moi allons également déménager dans une maison plus petite pour réduire notre fardeau financier. Je sais que notre relation a été tendue, mais j'espère que tu peux comprendre que j'ai fait de mon mieux en tant que père. Si tu es d'accord, j'aimerais que nous nous retrouvions pour un café un de ces jours pour parler. Sans pression, juste une conversation. Papa. J'ai lu le courriel 3 fois, cherchant des manipulations ou des culpabilisations, mais il semblait sincère. Pour la première fois, mon père reconnaissait que les choses avaient été tendues sans m'en blâmer. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour réfléchir si je voulais avoir cette conversation, si j'étais prête à potentiellement reconstruire une sorte de relation avec mes parents. 1 mois plus tard, j'ai reçu une promotion au travail. Gretchen m'a appelé dans son bureau et m'a offert un poste de chef de projet junior, ce qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de plus de responsabilités sur le projet de Portland. Tu as fait tes preuves, Laura. Tu es intelligente, dévouée, et tu gères bien la pression. Je pense que tu es prête pour cette nouvelle étape. J'ai accepté immédiatement, me sentant submergé de gratitude et de fierté. Ce soir-là, j'ai appelé Kelsey pour lui annoncer la nouvelle. C'est incroyable. Nous devons fêter ça. Dîner demain soir? Absolument. Et dis-moi, as-tu encore réfléchi au programme de master? La date limite de candidature approche. J'y avais pensé. Le programme signifierait 2 années d'études supplémentaires, mais il ouvrirait aussi des opportunités pour des rôles de direction en politique environnementale. Je pourrais avoir un impact encore plus grand. Je pense que je vais postuler. Je peux le faire à temps partiel tout en travaillant. Et Thornberry a un programme de remboursement des frais de scolarité. Fais-le. Tu as parcouru un si long chemin, Laura. Ne t'arrête pas maintenant. Elle avait raison. J'avais travaillé trop dur pour cesser d'avancer. J'ai passé les semaines suivantes à équilibrer mes nouvelles responsabilités au travail avec ma candidature pour le master. J'ai écrit des essais sur ma passion pour la durabilité environnementale, ma vision pour créer un changement systémique et mon engagement à utiliser l'ingénierie comme un outil pour le bien social. J'ai aussi finalement répondu au courriel de mon père. Papa, j'apprécie que tu aies pris contact. Je suis ouverte à prendre un café et à parler, mais j'ai besoin que tu comprennes que les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Si nous devons avoir une relation à l'avenir, elle doit être honnête et égale. Dis-moi quand tu es disponible.
Sa réponse est arrivée le lendemain. Je comprends. Que dirais-tu de samedi prochain à 10 heures? Il y a un café près de chez moi qui s'appelle Morning Ground. J'y serai. Je suis arrivé au café 15 minutes en avance, l'estomac noué. Quand mon père est entré, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids. Son visage était tiré, et il se déplaçait avec précaution comme quelqu'un qui se remet encore d'une maladie grave. Nous avons commandé des cafés et nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre. Merci d'être venu, a-t-il dit. De rien. J'ai beaucoup réfléchi depuis la crise cardiaque. À ma vie, à mes choix, à mes priorités. Et j'ai réalisé que j'avais fait beaucoup d'erreurs, surtout avec toi. J'ai attendu, ne sachant pas où cela allait mener. Ta mère et moi avons mis trop de pression sur Jessica pour qu'elle soit parfaite et pas assez d'attention sur toi. Nous t'avons prise pour acquise, nous avons supposé que tu t'en sortirais bien parce que tu étais indépendante et autonome. Mais ce n'était pas juste pour toi. Tu méritais mieux. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Cela n'abordait pas toutes les manières spécifiques dont il m'avait blessé, mais c'était honnête et c'était un début. J'apprécie que tu dises ça. Je veux aussi que tu saches que j'ai lu les articles sur ton projet. Je n'avais aucune idée que tu faisais un travail aussi important. Je suis impressionné et je suis désolé de ne pas avoir été là pour te soutenir en cours de route. Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Je sais, et c'est de ma faute. Il a pris une gorgée de son café. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu veuilles soudainement une relation proche, mais j'espère que nous pourrons repartir à zéro, peut-être construire lentement quelque chose de mieux. Nous avons parlé pendant encore 1 heure de ses projets de retraite, de la vente de l'entreprise et de sa santé. Ce n'était pas facile, et il y a eu des moments de tension, mais cela semblait réel d'une manière que nos conversations n'avaient jamais eu auparavant. Quand nous nous sommes séparés, je n'ai pas ressenti le poids des attentes que j'avais toujours portées autour de mes parents. Je me sentais plus légère, plus libre, comme si j'avais enfin lâché le besoin de leur approbation. Dans les mois qui ont suivi, mes parents ont fait face aux pleines conséquences de leur choix. L'entreprise s'est vendue pour bien moins que ce que mon père avait espéré, couvrant à peine une fraction de leurs dettes. Ils ont dû déclarer faillite, ce qui signifiait perdre leur maison et la plupart de leurs biens. Ils ont emménagé dans un modeste appartement et ont tout recommencé avec presque rien. Mon père a pris un emploi de consultant à temps partiel pour compléter sa petite pension, et ma mère est retournée travailler comme adjointe administrative. Le style de vie qu'ils avaient travaillé si dur à projeter, le chef d'entreprise prospère, la confortable maison de banlieue, l'illusion de stabilité financière, s'est complètement effondré. Les amis qui avaient admiré leur prétendue générosité et leur succès se sont discrètement éloignés lorsque la vérité a éclaté. Jessica a aidé là où elle le pouvait, mais elle et Trevor avaient leur propre vie à construire et ne pouvaient pas financer la reprise de mes parents. Quant à moi, j'ai continué à avancer. J'ai commencé le programme de master, j'ai excellé dans mon nouveau rôle chez Thornberry System et j'ai lentement construit une relation avec Jessica basée sur l'honnêteté plutôt que sur l'obligation. Mon père et moi nous retrouvions de temps en temps pour un café, reconstruisant soigneusement quelque chose qui ressemblait à une relation. Ma mère a mis plus de temps à se faire à l'idée, mais elle a finalement cessé d'essayer de me manipuler et a commencé à écouter réellement quand nous parlions. En repensant à ce jour au mariage de Jessica, le jour où j'ai tendu cette enveloppe à mon père et où je suis parti, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de récupérer ma valeur, de refuser d'être contrôlé et de me choisir pour la première fois de ma vie. Le chemin n'avait pas été facile, mais il avait été le mien. Et cela a fait toute la différence.